WhatsApp. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'en Connectez-vous. Nous avons Il nous faut la paix quelques avec minutes de nos retard. Connectez-vous, chers tous. Laisse le mot. Nous allons commencer. Bien. Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, c'est une réalité que nous vivons ici. La réalité des coupures intempestives d'électricité dans le Grand Libreville. Ce soir encore, vous allez voir que le fond, il est noir parce que Dame SG nous prive de ce bien si nécessaire dans la vie de tous les jours qu'est l'électricité et plus encore l'eau. Jeudi 12 septembre 2024, 19 heures passées d'une vingtaine de minutes. Merci, chers compatriotes, de nous recevoir un peu plus nombreux dans ce qui est désormais notre rendez-vous hebdomadaire. Philippe Zedi Eyre, économiste financier et fondateur du groupe de propositions sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, groupe convaincu que nous sommes que pour parvenir aux objectifs fixés par son directoire, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a véritablement besoin de maintenir éveillée la flamme de l'espérance suscitée depuis le 30 août 2023, jour du coup de la libération. Sachant que l'idéal poursuivi inlassablement, sans flagornerie ni complaisance, est l'éveil à la conscience et à la responsabilité politique toujours croissante de nos chers concitoyens, afin qu'ensemble, nous nous réapproprions notre histoire, quoi qu'en disent et quoi qu'en pensent certains, pour qu'enfin nous vivions une réelle indépendance pour la construction de notre pays et nous avec. En rappel, nous attendons toujours des nouvelles autorités de la transition, les suites matérielles d'une reconnaissance officielle, au-delà d'une remise de distinction honorifique, ce n'est pas ce qu'on mange, pour nos deux héros, précurseurs du combat pour l'enracinement au Gabon de cette démocratie qui, petitement, suit son bonhomme de chemin. J'ai cité Mémé Pauline Ningon et M. Luc Bengonsi. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, trouvez le temps nécessaire afin de les recevoir, de discuter, d'échanger avec eux et de les honorer. Aujourd'hui, nous aurons un changement total de notre thème, contrairement à notre annonce de la semaine dernière où nous envisagions revenir plus longuement sur les contours du projet de la nouvelle Constitution dont, semble-t-il, la mouture aurait fuité sur les réseaux sociaux. Ayant pris connaissance de la dite monture, sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, fait le choix de la tempérance, dans l'attente d'une parution imminente du document officiel. À ce niveau-là, nous nous exprimerons alors plus longuement. Situation anachronique, voire catastrophique du football gabonais au Gabon, avec le CTRI. Peut-on, doit-on y espérer l'arrivée d'une nouvelle ère? C'est la question de notre thème de ce soir. Aujourd'hui, place donc au football qui nous passionne et nous a toujours fait vibrer
à l'heure où se sont joués et se jouent les éliminatoires à la qualification pour la CAN 2025 qui se déroulera au royaume chérifien du Maroc. Fidèles à nos habitudes, celles et ceux qui nous suivent savent qu'au Gabon, depuis des années, en ma qualité d'ancien trésorier de la FEGAFOOT sous les présidents Adrien Nkoresingon et Feu Jean-Louis Vincent, nous avons toujours dénoncé, sans jamais malheureusement avoir été entendus par les autorités déchues, nous avons toujours dénoncé cette politique sportive vide de logique et de sens que nous n'avons cessé de qualifier de politique de la charrue avant les bœufs. Regrettable, mais pourtant. Le sport, le football est passion. Plus encore, le football qui regroupe des dizaines et des milliers de spectateurs dans des enceintes bondées et surchauffées avec les risques sécuritaires imaginables et inimaginables. Aujourd'hui, la gestion du football, parce qu'elle mobilise d'énormes et d'importants flux financiers, parce qu'elle est source de création de nombreux emplois directs et indirects, la gestion du sport, notamment du football en particulier, nécessite une véritable et une réelle implication de tous les jours des plus hautes autorités de la transition. Pourquoi? Pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre en place un véritable championnat national de football sur toute l'étendue du territoire national gabonais, malgré les multiples et diverses recommandations issues des symposiums financés à coups de millions par l'État gabonais sur cette question? Comment pensons-nous développer le sport au Gabon, et le football en particulier, en délaissant le vivier que représentent les championnats civils, scolaires, universitaires, militaires, minimes, cadets, juniors et seniors, toutes catégories confondues? Comment peut-on penser développer le football si nous délaissons cette frange de notre population? Au moment où l'État gabonais croupit sous une énorme dette, quand bien même incrédule, nous avons du mal à cerner à quoi ont servi tous ces emprunts. Mais comment croire, disions-nous, que nous puissions améliorer nos performances footballistiques avec un championnat géographiquement limité, mais plus encore personnalisé, avec des équipes propriété tantôt de X baron du PDG, tantôt de tel autre Y, et des équipes qui sont soutenues financièrement par le budget de l'État. Nos enfants et petits-enfants, malheureusement, ne se rappelleront pas de ce que fut le mythique stade Révérend Père Lefebvre, avec les Pigeons Verts, les Olympiques d'Ozo, les associations sportives, les As, les Vautours Club Mangungu, etc., etc. Les Sogara, les Shell, Petro-Gabon. Le football est une affaire de passion. On ne peut pas vouloir gérer le football en voulant éteindre la passion sous un prétexte sécuritaire pour maintenir un pouvoir en place. Il nous faut, de manière objective, revenir à cette passion positive. C'est possible de la canaliser, comme en d'autres cieux cela se fait, et les exemples foisonnent parce que le football génère beaucoup et beaucoup d'argent. Le général président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, militaire de son État, doit mettre fin à cette sempiternelle fuite en avant de prise de responsabilité pratiquée durant le régime déchu sous le fallacieux prétexte sécuritaire. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Anticiper,
c'est planifié. Là où le football de nos jours s'autofinance, finance des projets importants qui touchent à la jeunesse de par le monde, à l'aide d'une organisation efficiente et rationnelle, et avec le support de la Fédération internationale de football association, la FIFA, sans se gêner, certains de nos compatriotes, on ne va pas les citer, ils vont se reconnaître d'eux-mêmes, n'ont pas trouvé mieux que de se sucrer au dos du contribuable gabonais en créant de toutes pièces des équipes sans base, sans support ni ancrage sociologique. Juste se faire de l'argent facile. Il faut y mettre un terme. C'est aussi cela, notre essor vers la félicité. Le changement de dénomination de notre équipe Fagnon, notre équipe nationale, d'Azingo à Panthère, au-delà du changement, ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, vu que nous n'avons toujours pas de championnat national réellement? Il nous faut donc revenir aux fondamentaux, à la détection, à la formation, en lieu et place du saupoudrage actuel. Messieurs, la ficelle trop grosse a été longuement entretenue et soutenue durant le système déchu qui s'est servi du sport et notamment du football pour masquer incompétence et incurie. Aujourd'hui, il suffit à X Tartampion d'évoluer en 100e division en France, c'est-à-dire d'évoluer même au quartier, et puis de paraître dans France Football pour que vous soyez appelé en équipe nationale. Est-ce que c'est sérieux? N'est-il pas venu, enfin, ce temps rêvé par nos aïeux, d'y mettre un terme pour revenir vers une gestion saine, orthodoxe et surtout décomplexée dans la gestion de notre sport favori? Les autorités de l'administration du football, notamment le Fonds national de développement du sport, peuvent-ils révéler au public gabonais, au peuple gabonais, à combien s'élève le montant cumulé des sommes d'argent décaissées sur le budget de l'État et allouées aux clubs pour participer à ce qu'on pourrait qualifier de véritable mascarade de championnat national depuis Kalakala? On donne des cinquantaines de millions de francs aux clubs pour participer au championnat national. Mais si on calcule tout cet argent-là, combien cela coûterait-il à l'État gabonais via le Fonds national de développement de sport, associé aux collectivités locales et à certains partenaires en provenance, par exemple, du secteur privé, d'organiser sur toute l'étendue du territoire national un vrai championnat national regroupant nos 9 provinces, des sections minimes à seniors, en imaginant plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses. Il peut y avoir des championnats de zone. Hein. Ensuite, il peut y avoir des phases finales. Donc, sans vouloir rejeter l'anathème sur qui que ce soit, sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, propose d'en évaluer la faisabilité et propose que nous osions. Ne dormons plus sur les lauriers du passé. Les lauriers du passé ont démontré leur négativité. Il faut nous en extraire. La dernière victoire sur la République centrafricaine, après la lourde défaite face au Maroc, ne sont malheureusement que l'arbre qui cache la forêt de nos pires et profondes difficultés dans le secteur sportif. Il faut revoir de fond en comble notre football. La pieuvre dénoncée aujourd'hui autour de la SEEG, qui ne nous dit pas qu'il en existe une semblable, sinon peut-être même plus dangereuse,
au niveau de la FEGAFOOT et au ministère des Sports pour empêcher, sinon pour retarder l'éclosion vers la félicité, vers un véritable championnat national. Il est temps que le général président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, prenne à bras le corps le dossier football au Gabon. S'il faille payer des pénalités pour se retirer des compétitions internationales pendant 1 ou 2 ans, histoire de mieux gérer, de mieux préparer en interne, mais qu'on le fasse, en s'entourant bien évidemment de toutes les personnalités professionnelles, sinon tout au moins des passionnés qui savent de quoi on parle, de quoi il s'agit quand on parle du football, du basket, du hand, etc. Il est temps, Excellence Monsieur le Président de la transition, de siffler la fin de la récréation en allant au cœur du problème. Les Gabonais ne sont pas moins bons que les autres. Nous avons un problème organisationnel. Il est temps. L'essentiel aujourd'hui n'est plus de participer. L'essentiel, c'est de gagner. Et nous devons gagner. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Mais il faut que ça soit bien géré. Il est temps, Monsieur le Président. On ne peut plus continuer à gérer le sport au Gabon, notamment le football, à la va-vite, à l'improvisation, avec beaucoup d'amateurisme. Il est temps. Ça, c'était pour le football. En deuxième partie, au niveau de l'actualité, nous avons quand même un certain nombre de sujets qui nous ont retenus principalement. Puisque nous sommes dans le sport, avant d'aller plus loin, on va revenir sur l'état de notre compatriote Atora Eyege, du taekwondo, qui encore récemment a porté les couleurs nationales aux Jeux Olympiques à Paris, et qui se trouve blessé, abandonné de tous, notamment du ministère des Sports. Cette situation relève de l'anachronisme que nous dénonçons au sein de la politique sportive au Gabon. C'est une internationale du Gabon, elle a représenté le pays, elle est blessée, que les moyens soient dégagés afin que de manière sereine, sa prise en charge médicale puisse s'effectuer. On ne devrait plus pour cela revenir à interpeller le chef de l'État alors que ça, il y a un ministre des Sports. Monsieur le ministre, réveillez-vous, donnez des instructions, trouvez des moyens, faites ce pourquoi vous avez été nommé. Premier point. Deuxième point, c'est par rapport à la rentrée scolaire 2024 au Gabon, les chefs d'établissement ont été rappelés à l'ordre en ce qui concerne les frais de scolarité par une note signée du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale où il était clairement dit d'éviter d'exiger des frais d'inscription ou bien des frais à l'association des parents d'élèves ou alors des rames de papier, etc. Si ce n'est pas triste de constater la résurgence de tels comportements qui nuisent à l'image du système éducatif gabonais et sapent les efforts nombreux, notamment les efforts financiers des autorités visant à garantir un accès équitable à l'éducation. Nous avons appris et nous souhaitons le signaler que des sanctions viennent d'être prises à l'encontre des contrevenants. Puisse cet exemple servir de leçon et que cette rigueur soit désormais de mise. Toujours au niveau du secteur éducation, puisque nous sommes à la rentrée, nous avons appris que certaines de nos langues vernaculaires, notamment le Nzebi, le Fang, le Mienais, le Pounou et le Bamba, vont désormais être intégrées dans les programmes scolaires. C'est une très bonne initiative que nous saluons et que nous encourageons. C'est un début. Il faudra peut-être avec le temps penser à rajouter d'autres langues de notre terroir. Et c'est ici l'occasion également pour nous. Ce n'est pas coutume, mais comme nous le disons et comme nous le clamons à haute intelligible voix, quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Quand c'est mauvais, ben nous disons que c'est mauvais. Donc c'est l'occasion ce soir pour nous de féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale.
Voilà. Il faut dire, c'est bien, fait du bon boulot. On n'a pas toujours été en odeur de sainteté, notamment lorsqu'il s'est agi du retour des bourses dans le secondaire. Mais elle fait du bon boulot, elle est visible, elle est sur le terrain et nous voulons lui présenter nos félicitations et l'encourager à maintenir ce cap. Bien. Autre sujet, c'est, nous avons appris avec fierté et honneur la réception d'un Airbus A320 pour notre nouvelle compagnie aérienne Fly Gabon qui s'apprête à desservir l'international. C'est une bonne chose après les avions régionaux de recevoir cet Airbus. C'est une très bonne nouvelle. Et malheureusement, nous avons également vu qu'il y a des compatriotes qui ont porté plainte à propos de la dénomination de Fly Gabon. Nous disons que c'est malheureux parce que Fly Gabon a suivi tout un processus et que s'il y avait à faire des demandes ou des exigences, il aurait mieux valu le faire avant. Donc nous constatons que malheureusement, c'est peut-être les gens du McNose qui, tapis dans l'ombre, veulent saboter l'action du CTRI et du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais en tout cas, ils ont porté plainte, que la justice, que nous voulons indépendante, dise le droit à ce sujet. Ebomaf. Ebomaf, où l'entreprise Bonkungo Mamadou et Fils, qui s'implante au Gabon et recrute. Bonne nouvelle également. Mais au-delà des effets d'annonce liés au rachat ou à la concession octroyée sur la CNII, n'est-il pas utile et nécessaire d'envisager pour les communicants de la présidence de la République, du gouvernement et du CTRI, n'est-il pas utile d'envisager l'organisation d'une conférence de presse pour mieux expliciter, mieux expliquer au peuple gabonais les contours de cette nouvelle relation, d'où on parle de plus de 700 milliards de francs CFA à investir au Gabon par le groupe Bonkungo Mamadou et Fils, Ebomaf. Faut-il attendre une autre réaction du général Brice Clotaire Oligui Nguema pour que les gens pensent à faire une conférence de presse ou à donner? Bon, il faut le faire. Nous pensons que c'est utile d'expliquer aux populations gabonaises. Les Gabonais et la contradiction permanente. Maintenant, qu'a été annoncé, et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça que nous sommes. Maintenant qu'a été annoncé l'arrivée au port d'Ovendo de la centrale flottante au coût estimé à 4,6 milliards de nos francs, pour pallier provisoirement aux carences énergétiques de Dame SEG, c'est maintenant que se développe sur la toile un discours sectaire et réfractaire sur la provenance des dites centrales flottantes, mais surtout sur le coût à régler supposé excessif. Mais finalement, chers compatriotes, chers concitoyens, que voulons-nous? Voilà une situation héritée par les nouvelles autorités. Mais ça coûtera ce que ça coûtera. Si ça peut pallier la carence en énergie, félicitations. Les bateaux sont là, que les techniciens travaillent et que nous ayons un retour à la normale parce que derrière ces coupures de la SEG, c'est tout le tissu industriel économique qui prend un coup. Les vendeuses et vendeurs de glace, les vendeuses et vendeurs de poissons, tout prend un coup. Les machines, l'industrie, tout prend un coup. Mais finalement, que voulons-nous? Est-ce qu'on doit contester tout à tout bout de champ, même quand une décision est bien prise, elle est bonne, elle va dans le bon sens? Il faut contester pour contester. Mais arrêtons. Il n'y a eu aucune erreur dans la communication présidentielle au sujet du dépôt, en bon père de famille, du dépôt de ses enfants le jour de la rentrée des classes dans leur école respective par le président de la transition, chef de l'État. Mais enfin, vous qui aimez critiquer tout là, mais le président de la transition, c'est le chef de l'État, il est le président. Ce n'est pas un Gabonais comme vous et moi.
c'est le haut niveau. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas uniforme. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même dimension, les mêmes caractéristiques. Les enfants du président sont les enfants du président. Et ils ont droit à ce qu'il y a de mieux, de meilleur, en toute logique. Mais penser que les enfants du président vont apprendre dans nos écoles, c'est une hérésie, c'est un mensonge, un pur mensonge. Et c'est là un faux débat. Ce qui est à souhaiter, ce qui est à envisager, c'est que assez rapidement, nous rattrapions à terme le retard accumulé tant au niveau des infrastructures, les classes avec des... Oui, donc tant au niveau des infrastructures qu'au niveau de la qualité de la formation de nos enseignants. Vous excusez, ça bug, ça bug, ça bug. Donc, c'est ce que nous devons souhaiter, que nos écoles rattrapent le niveau de ces écoles dites des expatriés. C'est ça la vraie question. Mais de là à vouloir dire que les enfants du président doivent aussi aller dans nos écoles, quand même, soyons un peu honnêtes et soyons un peu justes. Du feu vert de la COBAC, la Commission bancaire en Afrique centrale, en juin dernier. La Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, la BCEG, au capital social de 17 milliards de francs CFA, oscillant entre stratégie et volonté d'inclusion financière, la BCEG doit impérativement sortir des sentiers battus parce que les sentiers battus ont montré leurs limites au Gabon et elle doit se mettre résolument et immédiatement au service des PME et des PMI gabonaises, source possible de réelle création d'emplois durables en privilégiant le financement de leurs activités, principalement des activités du moyen et long terme, et non sur le court terme, parce que vous comprenez que sur le court terme, on ne peut pas embaucher quelqu'un. C'est sur le moyen et le long terme, quand une entreprise, une PME a sa visibilité, que ses possibilités d'embauche sont aussi élargies. Alors, c'était là les points que nous avons retenus et nous allons passer la parole à M. Mba pour quelques questions avant que nous puissions conclure. M. Mba. Alors, donc c'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir, cher peuple gabonais. Donc j'avais quelques questions que nous avons retenues, bien évidemment, à poser à M. Philippe. Donc la première question, c'était de savoir, les Gabonais se demandent, est-ce qu'actuellement, il faut un changement qui s'impose dans l'équipe nationale pour véritablement avoir des résultats meilleurs? L'équipe nationale des Panthères. L'équipe nationale des Panthères. Un changement s'impose, c'est-à-dire changer les directions, changer de coach, changer même de capitaine. Non, 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 non. Justement, c'est ce que nous appelons la politique de la charrue avant les bœufs. Pour nous, il n'est nullement question de changer qui que ce soit parce qu'en fait, les résultats en deçà de nos attentes que nous avons aujourd'hui ne sont pas la faute de ces gens-là. Les résultats que nous avons viennent du fait que nous n'avons pas une organisation rationnelle. Vous savez, on peut donner à ces gens-là tous les moyens disponibles, des milliards qu'on peut leur allouer. Les résultats sont tout en dents de scie, les résultats sont tout mauvais parce que la base, le socle est mauvais. Voilà pourquoi nous demandons et nous disons qu'il faut revenir d'abord dans l'organisation de notre football avec de véritables championnats au niveau des minimes, des cadets, des juniors, des seniors, parce que ce sont eux qui sont le vivier de l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale se nourrit à partir de quoi? Quelqu'un va jouer en France, bon ou mauvais, en 100e division, comme il est en France, allez, il est au Panthère. Non, monsieur, on ne peut pas s'en sortir avec une telle organisation. Et c'est simple, on n'a même pas besoin d'aller chez les Blancs. Allez voir comment ça se passe au Cameroun, allez voir comment ça se passe en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana. Ils ont compris l'importance d'organiser à la base le football pour espérer attendre des résultats meilleurs. Nous, nous voulons des résultats alors que nous n'avons aucune organisation. Donc, le problème aujourd'hui à notre niveau n'est pas de remplacer tout le staff ou n'est pas d'acheter, comme on a vu en Guinée équatoriale, les joueurs dans le monde entier venir faire l'équipe nationale. Il faut qu'une équipe nationale se sente d'abord une équipe dont il nous faut d'abord recréer le socle.
il nous faut revenir aux fondamentaux. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait des avantages de l'équipe nationale, c'est-à-dire est-ce qu'il ne serait pas possible de diminuer. Donc, est-ce que nous pouvons avoir une esquisse ou un exemple d'avantages que les Panthères bénéficient qu'on pourrait effectivement allouer aux cadets ou aux minimes pour permettre à ces championnats de bien fonctionner? Non, ce n'est pas un problème de moyens alloués. Il faut, et c'est de la notoriété publique, c'est de la responsabilité du gouvernement de la République. Vous comprenez? Et au sein du gouvernement, il y a un ministère qui est en charge de la politique sportive. Donc c'est au ministère des Sports, avec les techniciens qui y travaillent, d'élaborer l'organisation d'un championnat, aussi bien au niveau des minimes des cadets, et d'en évaluer le coût. Et de présenter cette feuille de route au chef du gouvernement, qui va se tourner vers le président de la République, puisque pour l'instant c'est comme ça que nous fonctionnons, pour dire, monsieur le président, voilà ce que nous coûtera la faisabilité de telle formule de championnat, ou bien de telle autre. On peut avoir 2 ou 3 formules. On peut faire un championnat par groupe, un championnat zonal. On peut avoir un groupe dans le nord qui peut regrouper, par exemple, le Olentem et le Guivindo avec le Lolo. On peut avoir un autre au centre avec le moyen Nogué, la Nyanga et l'Angounier, par exemple. On peut avoir un autre dans le sud. Donc, on peut avoir, nous sommes 9, on peut faire 3 zones, 3 provinces, fois 3, ça nous fait les 9 provinces. Donc 3 provinces au nord, 3 provinces au centre, 3 provinces au sud. On fait un championnat de zone avec une phase finale où on aura un champion du Gabon. Donc le problème c'est d'abord qu'est-ce que nous voulons. Si aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les équipes, elles appartiennent, moi je ne vais pas les citer, mais nous le savons tous. Il y a les équipes d'Asselé, il y a les équipes de Ngari, il y a les équipes de Opianga, il y a les équipes, bon voilà. C'est des équipes de personnes. Bon, il faudrait que ces équipes-là aient des bases sociologiques. Il faut que ça soit accolé au peuple gabonais. Vous savez, quand on parle de Paris Saint-Germain, quand on parle de Marseille, moi je suis surpris quand il y a la Champions League. Nous voyons comment les Gabonais sont derrière le petit écran pour suivre la Champions League, pour supporter Real Madrid, ou bien pour suivre le Real contre Barça. Mais Real Madrid, c'est qui? Mais c'est la ville de Real, de Madrid, et toute son agglomération. Barça, c'est pareil. Paris Saint-Germain, c'est pareil. Donc, pourquoi nous, on n'aurait pas un Lambaréné Football Club contre un OIM Football Club? Mais ces équipes-là, même s'il y a des opérateurs privés, il faudra que les collectivités locales, dont les mairies et les assemblées départementales, prennent part dans le budget de ces équipes pour que, quand je prends un exemple, Lambaréné, par exemple, Football Club, à l'époque, c'était Eviso. Moi, en tant que Migovin et fier de l'être, quand je vais au stade, je sais que je vais d'abord supporter Eviso. Si on joue contre Doumaïekou de Wolentem, ben, à la fin, on va se retrouver avec mes amis de Wolentem, on va partager un verre de jus, mais il y aura d'abord le sentiment que je défends les couleurs. C'est aussi ça, créer notre essor vers la félicité. C'est pas seulement les mots. Il faudrait qu'au niveau de la politique sportive, que nous prenions nos responsabilités. Et il fut un temps, on a voulu justifier cela en disant, oh, les gens vont se battre, oh, les risques sécuritaires. C'est un faux problème. Vous pensez que quand je prends un exemple, le Goué Maritime va jouer contre l'Olentem, le Gabon va être mis à feu. C'est faux. Vous croyez que c'est pire quand Real Madrid joue contre Barça ou quand Paris joue contre Marseille? Mais c'est un problème d'organisation. Gouverner, c'est planifier, c'est organiser. Nous avons des forces de défense et de sécurité. Ben, le jour du match, on les met dans la rue. Si le côté sud est occupé par Marseille, par exemple, je prends par le Olentem, le côté nord sera occupé par le Moyen-Nogoué, et puis au milieu, il y a les tickets, les éléments neutres. Donc c'est un problème d'organisation. On ne va pas pouvoir à chaque fois ne pas organiser le football au Gabon sous prétexte que la sécurité d'un régime. Si le régime a peur du football, non, les joueurs ou bien les dirigeants? La sélection des joueurs. Mais c'est tout ça, moi je peux plus répondre à ça. C'est tout ça qu'on dit qu'on ne veut plus. C'est tout ça qu'on dit qu'on ne veut plus. La sélection des joueurs répond à quels critères? Exactement. S'il n'y a pas de championnat national, on va aller voir les équipes en France, des équipes. D'abord, c'est même un coût pour nous. Voilà. Dans un pays qui est endetté, vous savez, combien, excusez-nous, mais combien ça coûte que de déplacer un entraîneur, un sélectionneur? Il ne va pas seul, il a son équipe. Exact. Quand ils vont visiter les joueurs qui jouent en France, il faut prévoir de l'argent pour aller en France. Il faut prévoir ceux qui sont aux États-Unis. Il
faut pas ceux qui sont en Angleterre. Oui, allons-y, oui, vous disiez. Voilà. Mais là, actuellement, nous avons une équipe des joueurs qui ont été sélectionnés. Et donc, le Gabonais souhaiterait quand même savoir quelle a été la manière dont ces joueurs ont été sélectionnés. Est-ce qu'effectivement, ça n'a pas été comme à l'époque, à l'époque de l'ancien système. Bonsoir Chadi, bonsoir qui connaît le parent qui décide que le fils doit jouer à l'équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, en temps de changement, nous pouvons dire que ça ne se passe plus de cette manière? Mais vu que nous avons déjà une équipe qui a été sélectionnée. Non, mais l'équipe est sélectionnée. Moi, je ne suis pas sélectionneur. Donc, je ne peux pas vous répondre à la place du sélectionneur. Ça, c'est une question que vous réserverez pour le sélectionneur, pour lui poser la question sur quelle base ou sur quels critères il a sélectionné tel ou tel joueur. Moi, je suis... Nous, ce que nous disons, parce que moi, je ne parle pas avec le moi, je parle avec le nous inclusif. Nous, ce que nous disons et ce que nous défendons à sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord. Ce que nous disons, c'est que les procédures actuelles sont mauvaises. Et elles ne nous apportent que des déceptions. Parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'on a battu le Centrafrique 2-0 que nous sommes des champions. Avec un premier but marqué sur penalty, bon bref, on joue chez nous. C'est pas ça. Il faut revenir, nous insistons là-dessus, à une organisation rationnelle et efficiente du sport au Gabon. D'accord. Et là, tout à l'heure, vous avez également évoqué la question de la sortie du ministre de l'Éducation nationale, en la félicitant bien entendu. Mais la question reste posée. Est-ce qu'au lieu des menaces, il ne serait pas bien, par la ministre bien évidemment, d'adopter plus, c'est-à-dire une stratégie qui permettra une stratégie plus constructive, c'est-à-dire de pédagogie, afin que les acteurs se sentent imprégnés de cette situation? Non, vous savez, à un moment donné, il faut sévir. Parce que je crois que ce n'est pas à la rentrée 2024 qu'il a été interdit ces pratiques-là, des frais. C'est depuis les rentrées 2021, 2022, 2023. Et certains enseignants, je suis désolé de le dire, persistent. Ici, à l'école publique d'Alenakiri, il faut qu'on vienne voir ce qui se passe. Nous sommes au Bendo. Donc, à un moment donné, je crois que le ministère de l'Éducation nationale a fait suffisamment preuve de pédagogie. Et lorsque il s'avère malheureusement que certains directeurs et responsables d'écoles publiques ne veulent pas exécuter les instructions de leur hiérarchie, il faut sanctionner. Et au Gabon, nous avons trop péché par manque de sanctions. Donc, nous encourageons le ministre actuel de l'Éducation nationale à persévérer dans cette voie. Quelles sont les sanctions que vous proposez, par exemple, aujourd'hui? Non, mais vous savez, c'est des fonctionnaires, pour ceux qui sont fonctionnaires. Je crois que dans la décision qui a été prise par les autorités de l'éducation nationale, ils ont parlé de suspension. Bon, vous savez qu'on a déjà un problème de déficit dans le secteur de l'éducation nationale. Donc, on ne peut pas se permettre tout de suite de licencier. Et puis, ce sont des fonctionnaires. Il y a une loi qui régit le statut des fonctionnaires, notamment du secteur éducation nationale. Donc, je pense qu'il y a des directeurs des ressources humaines, il faut respecter tout le processus. Pour l'instant, ils sont suspendus, ils vont être écoutés. Il y a même déjà un qui a réagi, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a un qui a réagi, il a envoyé sa lettre en disant qu'il ne se reconnaît pas, M. Tomo, je crois, il ne se reconnaît pas dans les allégations qui ont été avancées contre sa personne. Ben, il va falloir que l'inspection générale d'éducation nationale descende sur le terrain, diligente les enquêtes pour savoir faire la part entre le faux et le vrai, afin que les gens qui auront commis ces fautes-là soient sanctionnés conformément à la loi. Ce n'est pas un problème de M. Philippe Alain Léonard Zéli ailleurs de dire on va sanctionner comme ça. Non, il y a des textes législatifs, juridiques qui existent dans ce cas-là. On applique les textes, c'est tout. Exactement. Alors, nous allons donc passer à la question suivante, qu'il s'agit actuellement des BOMAF. Vous avez effectivement évoqué, en les félicitant bien sûr, ce partenariat qui a été annoncé au Gabonais. Mais aujourd'hui, au lieu tout de suite de sauter sur l'annonce, c'est une belle annonce, ça propose des emplois, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi conseillé aux Gabonais de faire des recherches? Parce qu'il nous est revenu dans nos recherches que BOMAF également c'est une entreprise qui a été en Afrique de l'Ouest, et qui aujourd'hui qui ont fait des résultats, mais qui n'ont pas donné des résultats très bons. Donc aujourd'hui, nous en tant que Gabonais, on se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas bien
de mener des enquêtes plus approfondies par rapport à Ebomaf, au lieu de tout de suite sauter sur cette bonne nouvelle. Mais, monsieur Mba, moi je ne sais pas ce que les Gabonais vous voulez. Hein. Vous dites que vous avez mené des enquêtes, mais parlez clairement. Parce que vous ne dites rien. Vous accusez Ebomaf de quoi? Ils ont été en Afrique de l'Ouest. Oui, mais qu'est-ce que vous avez découvert en Afrique de l'Ouest? Ils ont fait quoi? Bon, vous ne dites rien? Bon, dites. Il a été dit que Ebomaf n'a pas produit de bons résultats, qu'il y a des en dessous, en dessous, c'est quel fait? C'est-à-dire en fait, ils n'ont pas fait des résultats. Il y a eu des corruptions. Non, vous savez, on ne gère pas un pays avec les on-dit. Si vous voulez porter des accusations, d'abord, renseignez-vous, documentez-vous, ayez des affirmations claires et précises parce que nous sommes suivis par des milliers de Gabonais. Exactement. Donc, moi, je ne peux pas admettre, en tant que responsable politique, de vous répondre sur des on-dit. Nous pensons, que les autorités gabonaises qui ont signé ces conventions avec Ebomaf ont pris le temps de la réflexion. Il y a des professionnels qui sont dans ces ministères qui ont dû effectuer des visites au Burkina, puisque c'est une entreprise de droit burkinabé. Mais nous, au lieu de dénoncer ou de critiquer, nous voulons encenser la coopération sud-sud. Ce n'est pas seulement parler dans les cahiers scolaires que nous devons avoir des échanges sud-sud. Nous avons déjà une relation forte avec le Maroc. Si aujourd'hui, nous pouvons développer une relation avec le Burkina Faso à travers Ebomaf, pourquoi pas? La seule chose que les Gabonais doivent veiller, c'est que le droit du travail, le droit gabonais qui s'applique en territoire gabonais soit respecté. Alors qu'Ebomaf a fait des résultats. Comment ne pas fait des résultats? Ça nous importe peu. Mais une société qui se dit prête à venir investir 700 milliards de francs CFA chez nous. Mais mon Dieu, comment ne pas l'ouvrir les bras? Mais nous devons effectivement être vigilants. Le principe de précaution s'impose. Mais ça, c'est pas seulement pour Ebomaf. C'est pour tout le monde qui vient investir au Gabon. Mais nous n'avons pas de raison particulière de refuser l'investissement d'Ebomaf sous prétexte que là-bas, ça n'a pas marché pour eux. Nous n'en connaissons pas les causes ni les conséquences du pourquoi ça n'a pas marché. Nous disons qu'en venant investir au Gabon, qui est une terre promise où tout est à faire, tout est à construire, nous devons veiller à ce que les lois gabonaises soient respectées. D'accord. Alors, dernière question concernant les langues gabonaises qui aujourd'hui rentrent dans les programmes de manuel scolaire. Exactement. Oui. La question est posée, c'est-à-dire aujourd'hui, au lieu d'introduire toutes ces langues, est-ce qu'il ne serait pas bien d'en étudier toutes ces langues et enfin pour en sortir une seule qui sera effectivement enseignée aux enfants? C'est-à-dire étudier toutes ces langues qui ont été citées et en sortir une et exactement faire de cette langue-là une langue nationale. On vous dit qu'avec le CTRI, nous sommes conseillers du CTRI sans solde. Nous ne voulons plus de la politique de la charrue avant les deux. Le problème des langues nationales, de nos langues vernaculaires, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. On en a débattu. Peut-être vous n'étiez même pas encore né quand on débattait de cette affaire des langues. Mais vous allez choisir qui? Le Nzebi? Les Fang diront quoi? Mon enfant ne va pas à l'école pour apprendre le Nzebi. Vous mettez le Fang, les Nzebi diront mon enfant ne va pas à l'école pour apprendre le Fang. Vous mettez Kilopounou, le Mbaba, on aura tous les mêmes problèmes. Bon, on peut en sélectionner des... Non. Gouverner, c'est prévoir. Sélectionner, ça veut dire vous diviser, vous écarter. Vous allez écarter qui au profit de qui? En écartant, vous créez une source de frustration. Peut-être même une source de rébellion à terme. C'est ce qu'il faut éviter. Laissons chaque enfant apprendre la notion de Nzebi, il est Fang, la notion de Fang, il est Nzebi, et vice-versa, la richesse culturelle de nos enfants qui va s'agrandir. C'est bien qu'un enfant gabonais, moi vous savez, ma maman, paix à son âme, elle était Fang. Mais ma mère parlait couramment le mienné, parce qu'elle est passée par la mission protestante de Ngomo. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça. Donc, il faut laisser les enfants apprendre. Et puis, vous savez, nous, on a fait l'anglais. On a fait l'espagnol au lycée à l'époque, à partir de la 4e. Mais après, il y a une sélection naturelle qui s'impose. Aujourd'hui, je parle plus anglais qu'espagnol.
Donc, ces enfants-là, naturellement, à un moment ou un autre, la sélection naturelle va s'imposer à eux. Mais que cela ne soit pas du fait que c'est l'État qui a imposé. Parce qu'on connaît les Gabonais. Si l'État impose, sur les premiers à dire pourquoi l'État nous impose le Pounou par rapport à telle autre langue, alors ça va créer une source de division. Et je crois que tout ce qui est division, nous n'en voulons pas. Donc pour l'instant, et je pense que c'est aussi expérimental, parce que depuis le temps qu'on en parle, on n'a jamais mis ça en application. Donc c'est vraiment quelque chose de louable qui est mis en application. Voyons sur 1, 2, 3, 4, 5 ans ce que ça donne. Et ensuite, nous pourrons peut-être revenir. Mais pour l'instant, essayons voir. D'accord, mais attends, sur ces 5 ans ou ces 4 ans, est-ce que nous pouvons quand même espérer une langue nationale? Parce qu'une langue nationale est différente de plusieurs langues vernaculaires. Pardon? Est-ce que sur ces 5 ans à venir ou ces 4 ans, nous pouvons espérer atteindre une langue nationale? Parce que la langue nationale est différente des langues vernaculaires. Vous savez, il y a l'exemple du Zaïre, le Congo démocratique, avec le Lingala. Vous savez, nous avons combien de langues vernaculaires au Gabon? Bon, nous sommes combien? Nous sommes à peine 1 million, disons 2 millions, disent-ils. Mais ça ne nous dérange pas d'avoir nos 20 ou nos 30 langues. Hein. Pourquoi ça vous dérange? Vous pensez que... Non, mais vous savez, il ne faut pas que nous mettons la charrue avant les bœufs. Laissez le problème des langues avec le temps. Déjà, on a une difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos enfants n'arrivent plus à s'exprimer dans nos langues locales. Ça c'est un fait, c'est vrai. C'est une réalité. Une réalité. Donc, qu'on ait déjà, que le gouvernement réintroduise, c'est une bonne chose. Allons-y pas à pas. C'est un sujet sensible et c'est un sujet qui peut amener des répercussions que vous et moi n'aurions même pas. Il faut qu'on arrête maintenant. Oui, vas-y, c'était tout. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je souhaite une bonne soirée aux Gabonais qui nous ont écoutés. D'accord, merci. Alors, je vois que Sagrap Doug, Sagap, oui. Bonsoir, cher monsieur. Nous vous avons écouté, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci, Sagrap, c'est gentil. Mon frère Chadi Boukari met le béton, ça avance. Voilà, vous savez, il faut, comme on dit tous les jours, nous réapproprier et conserver l'éthique attachée à certaines de nos valeurs, certaines des valeurs universelles telles que honneur, dignité, fidélité et patrie. Ensemble, à l'unisson, tous, comme un seul homme, soyons unis derrière le général Brice Clotaire. Osons grand pour notre pays, le Gabon. Osons à rendre possible tout ce qui peut nous paraître impossible. Quand un peuple se met debout, l'impérialisme tremble, nous a légué feu, capitaine Thomas Isidore Sankara. Et nous, à sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, nous ajoutons que le temps est l'allié du juste, mais l'ennemi du mensonge. Situation anachronique, voire catastrophique du football gabonais au Gabon, avec le CTRI. Peut-on, doit-on espérer l'arrivée d'une nouvelle ère? Tel fut le thème de notre soirée aujourd'hui. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Parler est une nécessité, là où écouter est un art, nous enseigne le romancier, dramaturge et homme d'État allemand, Johann Wolfgang von Goethe. Merci pour votre précieux temps d'écoute à nous. Merci pour votre précieux temps d'écoute à nous accordé. Notre combat politique continue. C'était Philippe Dieyre, votre humble et fidèle serviteur. À la semaine prochaine, si Dieu le permet. Merci. Bonne fin de soirée chez vous.